Bonjour, je suis Aurélien Garbaz, le cofondateur de Mon Majordome. On est une société d'investissement locatif clé en main et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Johan Lopez, le fondateur de la newsletter Snowball. On va pouvoir aborder des thématiques qui vont mêler l'entrepreneuriat et l'investissement. Johan, est-ce que tu peux très rapidement te représenter Oui, avec plaisir. Moi c'est Johan, donc je suis fondateur de Snowball que j'ai lancé en mars 2020. L'objectif était assez simple, c'était vraiment de démocratiser et de vulgariser un peu cet univers des finances personnelles, donc c'est très vaste, tout ce qui tourne autour de l'argent en fait. Et donc voilà, donc moi à titre perso, fac d'économie, je suis atterri dans l'univers des startups assez rapidement. 2013 maintenant, ouais c'est ça, côté marketing, mais avec toujours cette passion pour cet univers de l'économie, de l'argent, tout ça. Et donc c'était un peu en tâche de fond et un jour c'est devenu un petit projet perso que j'ai lancé donc en mars 2020 et qui a vite grandi et donc est devenu Snowball aujourd'hui. Et ouais, comme tu dis, au démarrage, un petit projet perso et qui a explosé, je veux dire, en termes de newsletter, pour se rendre compte, on parle de plus de 50 000 abonnés. Et avec aussi, je crois, plusieurs milliers d'abonnés payants, donc ce qui montre aussi un peu la qualité en tout cas du contenu que tu arrives à créer, je pense, ce qui est aussi assez difficile parce que c'est aussi un univers qui est concurrentiel. C'est devenu concurrentiel, ça l'était moins il y a 3 ans, en mars 2020, il n'y avait pas il y avait du contenu, Marc Fiorentino qui était là, donc du très bon contenu en économie, mais il n'y avait pas énormément de newsletters New Generation, on va appeler ça. Et donc ça l'est devenu de plus en plus, mais ce qui est cool, ça montre qu'il y a un engouement autour de ce sujet-là qui était moins présent, je pense, à l'époque. Et donc Snowball, qui a été lancé un peu par hasard, pile avant le premier confinement, c'est ça, 2 semaines avant je crois, quelque chose comme ça, donc bon timing parce que les marchés s'écroulent et puis tout le monde est enfermé chez soi et puis après les marchés qui repartent et il n'y a pas grand chose à faire et donc les gens se disent tiens j'ai de l'argent, je pourrais l'investir et donc ça a permis d'amorcer le lancement de Snowball, justement ce bon timing où j'ai pas fait exprès en fait. Et toi je pense que c'était un peu plus compliqué dans l'immobilier justement on s'est lancé un peu pareil. C'est vrai que c'est aussi pour ça moi que je suis content qu'on puisse faire une vidéo aujourd'hui. On s'en est déjà parlé tous les deux parce que forcément on échange et qu'on a des points communs entre guillemets dans nos aventures entrepreneuriales respectives. Donc comme tu l'as dit, on a tous les deux lancé notre société en 2020. Donc comme tu dis, des trajectoires, alors un timing, le Covid, qui peut être positif ou qui peut être plus compliqué selon le secteur d'activité. Mais c'est vrai que nous, alors c'était peut-être dans l'immobilier, dans l'investissement locatif, c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait les banques étaient vraiment en arrêt. En fait, il y a un moment où tout simplement les banques ne répondaient plus. Elles ne savaient pas si elles allaient continuer à faire du prêt immobilier, etc. Donc forcément, c'était on était un peu dans l'expectative de ce qui allait se produire. Mais justement, nous, une des chances qu'on a eues, entre guillemets, c'est aussi de croiser la route de Snowball. En fait, on était en août 2020, on terminait notre premier projet avec mon associé. Faut savoir qu'au démarrage, on était encore nous-mêmes sur les chantiers. Alors, on faisait la peinture, on faisait la pose de parquet parce qu'on essayait de tout optimiser, on était vraiment au début de l'aventure. Et en fait, il était vers, 18h, 19h. Et tout à coup, je check mes mails après la journée de travaux manuels, on va dire. Et en fait, je commence à voir que j'ai reçu des prises de rendez-vous via Calendly. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on a un site vitrine, on n'a pas fait de communication, tu vois, c'est vraiment le démarrage. Et on voit une première prise de rendez-vous, une deuxième prise de rendez-vous, une troisième prise de rendez-vous. Et en fait, tout simplement, on cherche à comprendre, on se fait plein d'hypothèses, plein de théories, on se dit mais que se passe-t-il ? Enfin, c'est super, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, etc. Et donc 2 jours plus tard, arrivent les premiers calls. Et donc du coup, on pose la question, comment est-ce que vous nous avez trouvé ? D'où est-ce que vous êtes venu à nous ? En fait, on était sur le forum Snowball et puis il y a quelqu'un qui a parlé un petit peu de vos services, de votre expérience. Ok, super, ça c'est le premier call. Un second, un troisième, et puis il y a eu un petit flux comme ça. Et c'est un peu comme ça justement qu'on a, alors moi, redécouvert Snowball. J'en avais déjà entendu parler parce que notamment sur LinkedIn, en fait, les gens en parlaient pas mal. Il y avait, j'avais vu des posts passer, je pense par des partages, des recommandations, etc. Et c'est à ce moment-là justement qu'on a croisé la route de Snowball et en fait, c'était notre tout premier client, notre tout premier investisseur qui avait partagé en fait sur le forum de la communauté, Adrien, c'est ça, qui avait justement partagé son retour d'expérience avec nous et forcément d'autres gens de la communauté qui se renseignaient sur les meilleures solutions pour faire l'investissement locatif,
du coup avait découvert son poste et avait pris contact avec nous. Donc voilà, et toi du coup en 3 ans, est-ce que tu peux expliquer un peu l'évolution de la boîte, où est-ce que tu en es aujourd'hui, quels sont un peu les challenges, comment se développe la communauté Snowball en fait? Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été seul pendant quasiment 3 ans, allez, si on arrondit. Donc j'ai fait un peu cette aventure solo parce que je me posais pas mal de questions. Rapidement, je me suis dit ça va être mon projet principal, donc c'est passé de side business, comme on dit, mon projet principal. Mais je ne savais pas trop exactement qu'est-ce que j'allais en faire. Mais dès l'été 2020, je savais que je voulais en faire quelque chose de plus gros qu'un média, moi solo, quoi, un solo média. Et l'idée, c'était de se dire, ok, j'ai envie de faire un média plus grand, donc potentiellement recruter des gens, travailler avec de nouveaux créateurs de contenu et tout ça. Mais aussi aller au-delà, donc je savais que le conseil, c'était potentiellement quelque chose qui était à dépoussiérer, on va dire, en France. Et après, il y a toute la partie investir, mais qui arrivera, je pense, dans 1 an ou 2 peut-être. Et donc voilà, donc en gros, pendant 3 ans, j'ai fait grandir la communauté, c'était ça l'objectif. Donc se dire, ok, je suis tout seul, mais je peux la faire grandir. Donc on est passé de quelques centaines de personnes en mars 2020 à quasiment 52 000 aujourd'hui. Il y en a à peu près 4 200 qui payent, ouais, c'est ça, l'abonnement. Donc en gros, il y a une offre gratuite, une offre payante. On a fait grandir aussi la team de créatrices et créateurs de contenu. Donc là, l'idée, c'était de créer des nouvelles verticales, parce que moi, j'étais très généraliste dans mon approche. Mais voilà, il y a certains investisseurs ou curieuses qui se disent, ok, mais en fait, moi, c'est l'immobilier que j'adore, ou c'est les cryptos, ou c'est la bourse. Et donc en fait, je me suis dit, ça serait pas mal d'avoir des newsletters verticalisés. Et donc là, il y a 12 créatrices et créateurs de contenu qui écrivent avec moi d'autres newsletters. En interne, on est passé de 1 à 5, donc il y a 4 employés. Okay. Et les 12 créateurs qui ne sont pas employés, mais qui, voilà, on redistribue une partie des revenus Snowball en fait à ces gens-là. Donc l'idée, c'était aussi de créer un modèle plus sain que le modèle média traditionnel, où soit tu es payé à la pige mais pas grand-chose. Là, c'était vraiment les revenus de Snowball sont alignés avec les revenus des créateurs et des créatrices. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Et donc du coup, l'idée, c'est de lancer justement une offre où tu as du conseil éventuellement en gestion de patrimoine, ouais, mais avec une ADN Snowball, si on peut dire, c'est-à-dire en gardant justement ce côté vraiment indépendance, transparence et un conseil personnalisé. Oui, c'est ça. Donc là, le produit sur lequel on est en train de bosser avec la team Snowball, donc les employés, donc les 5 personnes avec moi, c'est justement ce conseil en gestion de patrimoine, donc encadré par l'AMF, etc. Et donc l'idée, c'est de le rendre plus accessible. Et comment tu le rends plus accessible? C'est en cassant les barrières. Donc là, on s'est dit, plutôt que de devoir aller voir ton conseiller dans son cabinet, etc., on veut que ce soit tout en ligne et encore plus simple que ça, que ce soit accessible directement sur WhatsApp. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire, ok, tu peux parler demain à un conseiller Snowball qui est un conseiller encadré par la MF, etc., directement sur ton WhatsApp, parce que pour X raisons, tu as besoin d'être plus accompagné, t'es perdu, t'as reçu une grosse somme d'argent ou t'as un peu peur, ok, c'est cool d'avoir du contenu Snowball, mais des fois, tu as besoin d'être accompagné, quoi, tout simplement. Bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on le remarque bien et c'est un peu ce que tu disais. C'est vrai que, pareil, chez mon majordome, donc sur l'investissement locatif, avec une proposition de valeur qui est le clé en main, on retrouve très souvent ce besoin aussi d'accompagnement, de pédagogie, ouais, aussi faire preuve en fait d'empathie d'une certaine manière, parce que tu dois chercher justement à comprendre quels sont les objectifs de la personne. Est-ce que la personne se dit, en fait, je veux investir vraiment sur du long terme? Est-ce que je vais investir plutôt sur du court ou moyen terme? Il y a aussi des fois des réflexions qui peuvent être, voilà, je me pose la question, est-ce que je fais mieux d'acheter ma résidence principale ou de l'investissement locatif? Et là, forcément, c'est assez compliqué parce qu'il faut rester objectif et essayer justement de s'adapter, de comprendre au mieux la personne. C'est un peu, je pense, le cœur du sujet sur l'accompagnement. Et je pense que c'est aussi ce que les gens apprécient dans notre accompagnement. Et pareil, c'est marrant, mais on fonctionne aussi par WhatsApp, beaucoup, ouais, pour les échanges. Ça permet d'être plus réactif, ça permet aussi de se rendre plus disponible, parce que tu sais aussi que quelqu'un qui est sur ses projets d'investissement, généralement, ces projets d'investissement, c'est plutôt perso par rapport à son travail, par, ouais, rapport à sa vie de famille. Et donc, en fait, tu as souvent des gens qui vont être plutôt dispo tôt le matin, sur la pause déj ou tard le soir. Ouais, et donc, il faut trouver les bons temps en fait, pour pouvoir s'adapter. Et en parlant de ça, toi, à l'heure actuelle, j'imagine qu'au vu de la croissance, au vu du temps aussi que prend la gestion et le développement de Snowball, comment est-ce que tu te comportes par rapport à tes investissements perso? Parce que tu es aussi quelqu'un qui a
qui investit dans pas mal de choses différentes. Comment est-ce que ça s'organise ? Déjà, j'ai de la chance vu que j'écris sur l'investissement, je découvre plein de nouveaux investissements, plein de nouveaux outils que je teste du coup souvent. Je dois avoir des 50, 100 euros dans 50 applications différentes. Et je teste toujours plein de nouveaux outils, de nouvelles apps, etc. Parce que il y a un vrai boom là de fintech qui se lance dans les finances personnelles, donc je teste plein de trucs et moi à titre perso, ça m'a jamais pris beaucoup de temps mes investissements à part l'immobilier, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sauf que c'est toujours quand même assez lourd et ça l'est toujours maintenant la gestion, mais à part ça, ça a toujours été un peu en mode pilote automatique mes investissements, donc je mets mes 200 euros par mois sur la bourse, 200 euros sur mon assurance vie, je me diversifie grâce à Snowball. C'est super intéressant, donc tu parles des fintech effectivement qui se développent beaucoup. On a un peu toujours des buzzwords, c'est-à-dire qu'il y a 5-7 ans c'était le big data, aujourd'hui c'est l'IA. Ouais. À l'heure actuelle, justement, est-ce que toi, la volonté que tu as sur le futur produit, parce que du coup on est d'accord, Snowball va lancer un produit, une plateforme en tout cas, et donc du coup, est-ce que tu vois quelque chose qui serait plutôt en mode startup tech, ou est-ce que justement, vu que tu as ce conseil, ce côté personnalisé, tu restes sur un intermédiaire, tu vois je te posais la question parce que nous, tu vois, typiquement, c'est aussi des réflexions qu'on a, on est sur des développements, et comment est-ce que tu trouves sur ce bon juste milieu entre toujours un conseil humain qui est au top et du temps humain dispo pour accompagner, pour comprendre, pour conseiller, versus qu'est-ce que tu peux essayer de rendre scalable pour essayer d'être plus efficace, d'être plus pertinent? Ouais, c'est une bonne question, parce qu'il y a ce côté humain, dans l'ADN de Snowball, il y a ce côté transparence, on va dire, que tu as évoqué, mais il y a aussi le côté confiance qui est hyper important. Et en général, la confiance, ça passe par des contacts humains, souvent. On peut très bien avoir confiance en une machine. Les pilotes d'avion ont confiance en leur avion, ça reste une machine. Mais c'est plus facile de créer de la confiance avec de l'humain. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Comment tu, justement, scale, en effet, c'est le fameux mot. Comment tu fais pour ne pas avoir à recruter 50 000 conseillers en investissement financier et comment tu augmentes la productivité des conseillers. Donc c'est plus sur ça qu'on va aller, sur comment augmenter la productivité des conseillers plutôt que de dire tenez, vous avez une IA, vous pouvez parler à une IA et voilà quoi. Donc c'est plus vers là où on va aller, de se dire un conseiller traditionnel peut gérer, je dis n'importe quoi, 200 clients à l'année. Peut-être qu'un conseiller Snowball, grâce à la tech, il pourra gérer 500 ou 1000 clients, mais ce sera toujours lui qui parlera. Oui, et rester du coup concentré effectivement sur la valeur ajoutée qui est la valeur conseil. Ouais, mais ça, je vois très bien et c'est vrai que c'est vraiment, je pense, un des sujets de réflexion un petit peu continu quand on est sur ces domaines-là, entre vouloir vraiment proposer une expérience sur mesure et de la personnalisation, parce que c'est ça aussi que les gens recherchent dans le conseil, et en même temps, comme tu dis, un certain nombre de tâches qui peuvent être chronophages, donc comment effectivement en fait tu améliores ta productivité interne de certaine manière pour la mettre davantage au service de tes clients et de tes investisseurs. Trouver entre guillemets les bons dosages ne sont pas évidents, parce que tu t'aperçois que parfois tu peux avoir, je sais pas, certains clients qui vont avoir une demande d'attention sur des sujets qui est très forte, et à l'inverse, tu peux avoir des gens parfois qui vont très peu te solliciter, et donc en fait, tu vas trouver le juste milieu entre je donne suffisamment d'informations, mais je ne suis pas trop pushy, et à l'inverse, et ça c'est pareil, c'est des terrains de jeu. De toute façon, je pense que sans tester, tu vois, là, cette offre de conseil, on avait fait un test rapidement l'année dernière, mais pendant 1 mois. Mais là, ça va être le vrai test et de se dire peut-être que ça va pas marcher, on n'en sait rien. Parce que comme je disais, vendre du conseil, c'est pas évident en France. Donc on verra. Et pareil sur le côté équilibre IA, équilibre automatisation et humain, en effet, tu vois, je pense que les générations, ça change aussi. La Gen Z, peut-être qu'elle a moins besoin de parler à quelqu'un. Si tu prends des millennials, peut-être un peu plus, et ainsi de suite, quoi. Plus tu vas plus tu recules et plus tu as besoin de parler à quelqu'un en général. Donc c'est des choses qu'il faut voir aussi, de se dire est-ce que Snowball ça parle à la Gen Z et aux millennials, ou est-ce que ça parle que aux millennials? Tu vois, ça c'est des vraies questions qu'on est en train de se poser aussi. Pas évident. Et est-ce que toi-même tu vas faire cet exercice de conseil justement ou pas? Alors c'est que je rencontre un certain nombre du coup de gens de la communauté Snowball qui ont investi avec mon majordome. On a toujours cette tradition, on essaie de rencontrer un maximum en physique aussi pour fêter les projets, etc. Et on discute régulièrement forcément de Snowball parce que ça a été le point de rencontre en fait. Donc beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui travaillent dans l'écosystème tech. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils connaissent Snowball,
mais ils connaissent aussi bien Johan Lopez. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Et donc je me posais la question, je me dis demain, on a peut-être des gens qui seraient justement surmotivés ou très contents de se dire voilà, je peux avoir Johan Lopez qui me conseille. Mais bon, il faut payer plus cher. C'est ce que j'ai dit. Non, mais oui, mais en fait, moi, je vais faire l'exercice parce que du coup, théoriquement, j'ai le droit parce que j'ai passé mon accréditation AMF, donc je suis CIF officiellement. Même si ça n'a jamais été mon métier, mais je peux le faire. Super. Donc je pense que oui, je vais prendre quelques clients, ne serait-ce que pour on va dire, pour voir quelle est l'expérience en tant que conseiller et voir comment tu peux l'améliorer, etc. Et aussi pour voir comment ça réagit avec les clients. Donc c'est toujours cool de tester ton propre produit. Bien sûr. Donc je vais le faire, je pense, pendant quelques temps. Et je pense que je le ferai tout le temps un petit peu. Un peu comme c'est bien quand tu es un CEO, enfin un PDG d'entreprise, de faire du service client aussi. Parce que tu es en direct avec les gens, comme toi qui est allé sur les chantiers, au moins tu sais qu'est-ce que c'est. Comment ça se passe, rester connecté, bien sûr. Quels sont les problèmes et du coup éviter, c'est toujours bien de le vivre soi-même. Donc ouais, je vais le faire avec plaisir même. Donc ok, ça veut dire que dans les prochains jours, la plateforme sort, il faut vite que je sois sur ton calendrier pour essayer de booker. Ok, c'est noté. Il n'y aura pas de calendrier exactement, donc ça sera un peu un triage. D'accord, oui. Donc ce sera au hasard. Bon. Faudra faire plusieurs inscriptions du coup pour essayer de choper le. Non, ok, super intéressant. Après, comment est-ce que tu vois, donc là tu adresses aussi des thématiques que tu as choisies et qui sont très variées. Moi personnellement, je lis toujours la newsletter de Snowball et après forcément celle de Mylène sur la partie immobilier, Igloo que je trouve aussi super. Je vois aussi d'autres passer sur les Lego, sur le vin. Comment est-ce que tu vois ça par la suite? Est-ce que tu dis qu'il y aura davantage de vertical? Est-ce que tu dis, je pense plutôt à développer peut-être pas quelque chose d'international, mais peut-être tu vois essayer de proposer la newsletter pour, je sais pas, quelqu'un qui serait un anglo-saxon, comme tu dis, qui sont des marchés plus matures. Est-ce que ça, alors c'est plus concurrentiel aussi? Enfin, toi, quels sont un peu les axes que tu vois de développement du média, disons? Ouais, construire notre plateforme aujourd'hui, on utilise Substack et c'est pas idéal, on va dire. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, donc c'est pas ouf. Je pense qu'il y a beaucoup de membres de la communauté qui l'ont ressenti, c'est que tu as beaucoup d'informations et comment tu fais le tri dans cette information, et c'est pas évident. Donc souvent, tu peux être surchargé et te dire en fait, voilà, j'en peux plus, j'arrête, je me désabonne. Donc l'idée, c'est de se dire ok, comment on peut avoir quand même une diversité de contenu sans créer un problème d'infobésité, comme on dit. Et ça, du coup, ça passe par sûrement créer notre propre plateforme. Donc, encore une fois, c'est développer un nouveau produit. Et après, sur la diversification des sujets, je pense que oui, ça peut être, en vrai, ça peut être infini. Il y a tellement de sujets dans l'investissement, les sneakers, enfin les baskets, ça peut être les montres. Enfin, t'as vraiment plein et t'as énormément de choses à dire et t'as énormément de passionnés. Donc, ça, je pense que oui, on va continuer à se diversifier sur ça. Ce que j'avais trouvé aussi très intéressant, c'est que du coup, quand on a eu des premiers investisseurs qui sont venus de Snowball, c'est qu'on était vraiment sur des gens qui comprenaient l'investissement, c'est-à-dire la logique d'investissement. Pas forcément l'investissement immobilier, précisément ce que c'est que de faire un LMNP ou ce genre de choses, mais qui étaient déjà justement plutôt expérimentés. Et ça, aujourd'hui, comment est-ce que tu fais justement parce qu'on est quand même sur un monde où à l'heure actuelle, on a beaucoup d'infos, instantané, pas toujours vérifié. On a beaucoup de gens qui entendent parler, voilà, qui peuvent devenir millionnaires en 1 mois ou 2 mois, des choses comme ça. Malheureusement, ça existe entre guillemets encore. Comment est-ce que justement, toi, tu as pu te positionner par rapport à ça? Déjà, dès le début, en tant que marketeur, pas de formation, même pas, mais sur le tas, on va dire, j'ai jamais été fan du marketing un peu trop agressif ou qui te vend du rêve, etc. Donc c'est un truc que j'ai toujours détesté. Donc je me suis dit, je vais essayer de ne pas aller là-dedans parce que je trouve que On se reconnaît sur ça, oui. Ça aurait été contre mes valeurs. Donc en gros, ça, c'était pas possible. Et du coup, c'est pour ça que la transparence, ça a été un sujet très fort dès le début. J'ai voulu rester éloigné pendant pas mal de temps. Mais là, je commence à réfléchir, tu vois, de tout ce qui est formation, etc. Parce que c'est quand même souvent connoté, on va dire, c'est clair. Malheureusement, bien sûr. Parce qu'il y a de tout. Il y en a qui sont très bien, mais il y en a beaucoup qui sont pas ouf parce qu'on se rend compte que c'est un modèle économique qui peut être lucratif. Donc il y en a plein qui le font. Ils disent je vais devenir millionnaire pas en vendant pas en achetant des immeubles, mais en vendant des formations qui expliquent comment acheter des immeubles, mais qui sont pas forcément bien.
Donc c'est pour ça que je me suis dit, en fait, on va être transparent. On va parler de sujets divers et variés, on va être transparent sur qui sponsorise, on va être transparent sur quand il y a de l'affiliation, tu vois, ne serait-ce que quand je mets un lien d'affiliation, je dis c'est affilié, et je mets un autre lien où c'est pas affilié, donc la personne a le choix. Donc c'était faire un peu ça. Et je pense que le partage de ces expériences, c'est un truc que je fais très souvent, moi à titre perso, et Mylène le fait avec l'immobilier. Moi je l'ai fait avec l'immobilier où j'ai partagé l'immeuble de rapport. Donc voilà, ça fait partie du. Je te montre ce que je fais sans fioriture ou sans l'embellir, parce que il y a des merdes aussi quand tu fais de l'immobilier, ça prend du temps, etc. Donc ouais, il y avait un peu de tout ça, transparence, partager ses expériences et ne pas vendre du rêve, quoi, tout simplement. Et nous, ce qui était intéressant, c'est que mon majordome, donc, on est rentré en contact avec la communauté Snowball grâce aux gens de la communauté Snowball qui nous ont recommandé, qu'on partageait leur retour d'expérience et c'est ce qui nous a permis de nous développer. Et ça a été un des premiers accélérateurs aussi qu'on a eu, surtout dans une période qui, comme on l'a dit, est assez compliquée, qui n'était pas évidente. Toi, justement, donc, comment est-ce que tu fais quand tu choisis tes partenaires, par exemple, sur la partie sponsoring? Nous, on fait des choses ensemble, on adore sponsoriser Snowball parce que on sait c'est une communauté dans laquelle on est entre guillemets à l'aise, on est en confiance. On sait que pareil, les investisseurs, vu qu'il y a pas mal de témoignages de retour, ça va être aussi plus simple pour eux de faire confiance. Comment tu te positionnes par rapport à ça, surtout quand tu es dans une phase où tu grandis, tu dois te développer, donc il faut trouver des bons équilibres, des bons justes milieux. C'est pas ce qui peut ne pas être très évident, en effet, quand tu grandis. Je pense qu'il y en a qui sont évidents, des partenaires. C'est à la fois des gens que tu rencontres. Donc voilà, nous on s'est rencontrés, en fait c'est évident. Adrien qui était dans la communauté, qui vous avait utilisé, qui était hyper content, en fait c'est évident que c'est un bon partenaire de bosser avec mon majordome. Si tu utilises toi-même le produit, c'est évident et que tu en es content. Donc j'ai déjà partagé en sponsor des produits que j'utilise moi-même et donc en fait la question ne se pose pas parce que je suis utilisateur heureux, donc il n'y a pas de souci. Après les produits que tu n'utilises pas, plus compliqué mais assez simple parce que du coup c'est quand même facile aujourd'hui avec internet de faire des recherches, de te rendre compte que en fait ce projet crypto là, j'ai eu pas mal de demandes de sponsors ou des infopreneurs où je me dis en fait soit c'est pas le produit n'est pas de mauvaise qualité mais c'est pas la bonne cible, donc tu vois les snowballers c'est pas des fous de la crypto à 100%, donc je veux faire un projet de niche crypto, ça n'aurait pas trop de sens. Et en effet, je pense que plus on va grandir et plus on pourra proposer du sponsoring parce qu'on a des nouvelles newsletters ou des nouvelles vidéos et plus ça va devenir compliqué. Mais je pense qu'il faudra toujours garder c'est pour ça que j'ai toujours voulu considérer aussi le sponsoring, les encarts comme aussi un endroit où tu pouvais former les gens et pas être que de la pub parce que évidemment la personne est là pour découvrir un produit, donc c'est le côté marketing, on est là pour créer un marché, mais aussi elle pourrait apprendre quelque chose. Donc c'est pour ça que quand j'écris des encarts, j'essaye de mettre des concepts de finance, d'économie, des trucs que tu peux faire en immobilier, pourquoi ça c'est intéressant, est-ce que le contexte actuel fait que ce partenaire est intéressant ou pas, donc voilà. Donc pas évident le sponsoring, mais pour l'instant ça va, ça se passe plutôt bien. On voit régulièrement des bons partenaires. Moi c'est vrai que pareil, forcément je suis un lecteur maintenant plutôt assidu de Snowball, donc je vois passer, je découvre aussi pas mal d'applications, de choses dans divers domaines. Et pour quelqu'un un peu généraliste comme moi, qui n'est pas forcément justement un expert, je suis un expert sur l'investissement immobilier, mais j'ai beaucoup moins de compétences ou de connaissances en crypto. Sur le vin et les Lego, c'est vraiment des univers que je découvre, mais assez ludiques en fait d'une certaine manière, donc c'est ça qui rend aussi la lecture intéressante. Toi, tu as fait un projet d'investissement que tu avais raconté justement, c'est ça? Tu as fait avec des amis à toi? Ouais, on est 3, donc pareil, en fait on l'a acheté en plein Covid, c'est pour ça que quand tu racontais les banques tout à l'heure, c'était intéressant. Ça rappelait des souvenirs? Ouais, c'est ça. Et du coup on l'a acheté, en fait on avait visité le lieu en fin 2019 je crois, ou début 2020, je ne sais plus exactement, mais avant le Covid dans tous les cas, à Fréjus, donc dans le sud-est de la France. Et donc on a acheté le bien en juin, on a signé le contrat, je me souviens, on a signé chez le notaire le 8 juin parce que c'était mon anniversaire et on était tous avec nos masques et tout. Et on a commencé les travaux en plein Covid aussi, donc pas évident. Et donc là l'idée c'était de transformer un petit immeuble à Fréjus de 250 mètres carrés
en 6 apparts, en gros. C'est super pour un premier projet d'investissement locatif, c'est déjà une ambition assez forte, 250 mètres carrés, un immeuble de rapport entre guillemets directement, c'était déjà… Ouais, c'était assez ambitieux et on s'en est rendu compte. Enfin, a posteriori, c'est une super affaire. Enfin, voilà, on a réussi à faire un joli truc. Mais ça nous a demandé vraiment quand même énormément d'efforts. Et j'avais de la chance qu'un de mes potes était archi d'intérieur, donc c'est lui qui a fait les plans, il a géré les travaux, mais sans lui, clairement, on n'aurait pas pu le faire. Oui, parce que déjà, effectivement, en plus gérer les travaux sur un immeuble de rapport de 150 mètres carrés, faut… C'était vraiment un enfer. Ouais. Ça, quand tu investis à plusieurs, en général, c'est cool. Tu vois, moi, j'étais plutôt côté finance, business. Lui, c'était plutôt côté archi, travaux. Et le troisième, c'était plus… Jean-Hugues, lui, il peut gérer des trucs un peu de politique, donc il allait voir la mairie quand il fallait faire des trucs dans le genre. Donc ouais, on avait un bon trio. Mais tu avais en fait la multicompétence qui est nécessaire pour faire un bon projet d'investissement locatif. À 3, vous aviez réussi justement à accaparer les compétences, la bonne étude de marché, à quel prix il faut acheter, quel est le potentiel locatif. Gérer les travaux, qui est un des points centraux et toujours névralgique, gérer l'ameublement et ensuite la partie politique ou même j'imagine un peu gérer les locataires, la gestion locative. C'est jamais simple. Non, c'est compliqué. Donc là c'est quoi du coup? Tu m'as dit c'est 6 lots, c'est ça? Ouais, on en a vendu 2. Ah d'accord, super, vous avez… d'accord, ok. Ouais, on a créé une copro du coup, encore des… Il y a des nouveaux outils aujourd'hui, on a pris Matera que tu vas sûrement connaître, donc c'est assez cool. Donc on essaye de bosser aussi avec des partenaires qui permettent d'automatiser pas mal de trucs. On a voulu tester de faire de la location courte durée, mais c'était galère. Compliqué, ouais. Puis la réglementation, je pense que ça va pas aller en s'améliorant dans les prochains mois, les prochaines années. Après, on n'est pas à Paris, mais après juste, ça va, c'est encore assez laxiste, mais c'était vraiment trop de galère. Là, disons que tu as un changement de paradigme qui s'opère. Tu avais un marché qui était très favorable aux vendeurs, avec une situation où on avait des taux, l'argent était pas gratuit, mais était très peu cher quand on avait des taux à moins de 1% parfois. Mais bon, une inflation généralisée des prix de l'immobilier qui a mené à des années avec des records successifs en nombre de ventes. C'était impressionnant, on a passé la barre du million en 2021 et 1,2 million je crois en 2022. Là, il y a un retour à la réalité effectivement qui est plus violent. Nous, ce qui est assez intéressant, ce qu'on observe en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, donc, on a effectivement les gens qui ont toujours une capacité d'emprunt forcément qui restent sur le marché, mais on a aussi de plus en plus d'investisseurs qui sont des gens justement qui ont de l'argent de côté, qui ont de l'épargne, tu vois, qui cherchent à la placer et qui en fait sont conscients aussi que le fait que le marché s'inverse et que la baisse des prix commence à être sensible dans certains secteurs font qu'en fait ils vont pouvoir passer à l'action. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des investisseurs qui ont généralement une maturité entre guillemets, en tout cas sur le sujet de l'immobilier, qui est un peu plus forte, dans la mesure où ils ne vont pas forcément regarder la hausse des taux court terme. Tu vois, ils vont plutôt se dire, justement, sur 20 ans, imaginons, j'ai encore 3-4 ans. Exactement. Et donc, en fait, si je reviens à un équilibre où mon taux, il revient, je sais pas, à 3%, personne n'est Nostradamus, mais disons qu'on revient, tu vois, sur une situation où on est entre les deux, je ne pense pas qu'on revienne sur du 1% tout de suite, mais voilà, disons, tu vois, du 3%. Dans le même temps, tu as une inflation sur les loyers, parce que là, ce qu'on est en train de se créer, c'est une méga crise du logement, qui était déjà présente, mais qui va faire que s'accentuer. Entre les nouvelles normes sur les DPE qui font que tu as quelques millions de logements qui risquent d'être sortis du marché de la location d'ici 2034, donc quasi demain à l'échelle de la rénovation. Beaucoup de primo-accédants qui n'ont plus accès au crédit et donc du coup qui vont quand même devoir continuer à se loger. Et dans le même temps, le fait qu'on ait une demande croissante sur la demande locative. C'est assez intéressant et nous, ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment ces profils qui commencent à passer à l'action. Et donc ça, ce qui est assez intéressant, c'est d'aller chercher maintenant vraiment effectivement des bonnes opportunités. C'est-à-dire que c'est le ticket d'entrée aujourd'hui, enfin la plus-value à l'entrée, ça va être de bien négocier son acquisition. Et après justement, d'espérer aussi qu'un contexte soit plus favorable et permette d'aller chercher une baisse des taux et dans le même temps l'inflation des loyers. Ça c'est des sujets que tu adresses souvent, t'en parles assez régulièrement, qui fait qu'on va aussi avoir des revenus locatifs qui vont progresser sur les prochaines années. Comment tu arrives à convaincre les investisseurs de travailler avec mon majordome versus de l'acheter tout seul, quoi. Enfin, ça, c'est une vraie question souvent qu'on me pose. Tu vois, comment tu passes. Est-ce que tu fais tout seul ou est-ce que tu fais faire? C'est toujours la question, même pour un entrepreneur. Bien sûr. Est-ce qu'on construit en interne ou est-ce que je l'externalise? Tout à fait. Et ça, c'est une vraie question que je me pose. Le choix de mon majordome pour un investisseur, je dirais qu'il va y avoir 2 niveaux de réflexion. Tu as le premier niveau de réflexion qui est est-ce que l'investisseur veut le faire par lui-même ou veut passer par nous? Et dans un second temps,
pourquoi mon majordome versus par exemple une autre entreprise? Sur la première étape, il y a vraiment 3 choses. C'est qu'un projet d'investissement locatif, et ce qui est assez intéressant, c'est que tu l'as abordé toi-même en parlant de ta propre expérience, c'est qu'en fait c'est des compétences multiples. Tu dois être capable de savoir faire des études de marché, de valider le potentiel d'un bien, de savoir quelles questions poser lorsque tu fais une visite pour savoir quels sont les travaux que tu dois vraiment prévoir. Il faut savoir évaluer des travaux. Faut pas se faire avoir. Il faut savoir gérer des artisans et des entreprises travaux, ce qui n'est pas du tout évident. La partie ameublement, de la même manière, il faut être capable de trouver un bon compromis entre comment est-ce que tu proposes un bien meublé de qualité, donc avec suffisamment d'électroménager, de confort pour le locataire, parce que c'est important. Un bon équilibre aussi avec une décoration qui soit plaisante. Et ensuite, passer même sur la gestion locative en soi, parce que la gestion locative, c'est chronophage, c'est pas évident. On est dans un système où il faut le dire, en termes de législation, c'est pas tellement favorable aux propriétaires. Donc je veux dire, il y a aussi des risques qui peuvent être très importants. Et donc il y a vraiment cette complexité-là à adresser, où beaucoup de gens seraient capables, bien sûr, de le faire, mais n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie. Et on pas justement cette envie de se former, d'avoir cette multi-compétence. Et après, il y a aussi parfois des raisons qui sont très terre-à-terre, qui peuvent être juste géographiques. Et l'autre raison, ça peut être géographique, dans la mesure où tu es en région parisienne et tu vas aller chercher un investissement locatif qui va être avec un léger effort d'épargne pour pas que ça pèse trop lourd dans ta trésorerie, par exemple. En fait, tu vas avoir besoin d'être au Havre, d'être à Marseille, d'être dans des zones que tu ne peux pas facilement adresser. Et donc là, tu vas démultiplier ton temps parce que si à chaque fois tu dois faire un aller-retour pour aller faire une visite et ainsi de suite, ainsi de suite. Typiquement, par exemple, tu peux aussi avoir des expatriés qui veulent investir sur la terre natale, qui sont loin. Et oui, tout à fait. Et donc forcément, eux qui ont besoin tout simplement d'être accompagnés. Et puis après, la question est plutôt de choisir le bon partenaire et le bon tiers de confiance. Et là où je me retrouve complètement justement dans ce que tu décris sur ta vision de comment tu veux accompagner par la suite les snowballers sur comment investir et ainsi de suite, c'est de vraiment de proposer un accompagnement qui soit personnalisé et sur mesure. On part toujours vraiment de comprendre quelle est la situation de la personne, quelles sont ses convictions, quel est son besoin d'information, et on va toujours donner un maximum d'éléments, laisser autant à la personne de dire voilà, quels sont les arbitrages personnellement que vous souhaitez faire, quelle est la stratégie qui est la mieux adaptée, quel est l'horizon de temps de votre investissement et qu'est-ce que vous espérez à 5, 10, 15, 20 ans. Et à partir de là, vraiment dire ok, ce qui nous semble adapté et pertinent pour vous, c'est tel type de stratégie. Et ensuite, la dérouler et puis avec transparence, c'est-à-dire tout au long du process, on va présenter des fiches de biens, la personne veut venir visiter le bien, bien évidemment elle va visiter, avoir un outil qui calcule la rentabilité mais qui va intégrer l'ensemble des coûts et des revenus. On ne va pas parler de rentabilité brute parce que la question c'est où est-ce qu'on en est à la fin du mois en termes de flux de trésorerie, quelles sont les perspectives en fonction de l'évolution du marché si on se projette à 10, 15, 20 ans. Et donc, c'est tous ces éléments-là. Et après, c'est vraiment aussi la disponibilité et la réactivité. On sait que beaucoup de gens aussi ne sont pas forcément des investisseurs expérimentés dans ce domaine-là. Et donc, du coup, notre premier rôle, c'est vraiment de donner de l'information, bien comprendre quelle est l'attente et après être capable de délivrer. Et donc, c'est aussi sur ce côté-là, je pense qu'il plaît à pas mal d'investisseurs, c'est vraiment faire du sur-mesure et accompagner à chaque étape. Et prendre toujours le temps d'être dispo pour les questions, pour expliquer, pour pas défendre, mais expliquer pourquoi on propose tel projet dans tel secteur, dans telle ville. L'idée, c'est pas un bien ici avec un budget de rentabilité, c'est de dire la ville de Marseille, globalement, qu'est-ce qui est intéressant sur les dernières années, par exemple. Dans ce secteur-là, pourquoi on trouve que c'est pertinent, c'est quoi l'évolution du secteur, c'est quoi les centres d'intérêt qui à proximité, les quartiers qui ont été réhabilités à proximité, et ainsi de suite. Et ensuite, vraiment aller du général au particulier jusqu'au projet. Où est-ce qu'on en est sur les parties communes, est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus, tu vois, vraiment faire cet accompagnement-là pour que la personne, en fait, elle soit vraiment à l'aise quand elle va signer son compromis de vente et quand elle va réaliser son projet, en fait, tout simplement, elle soit satisfaite et qu'il y ait eu le moins de tracas, le moins de stress possible. Parce que c'est aussi, mon majordome, c'est aussi une économie de charge mentale. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, est-ce que tu as je me posais la question parce que tu vois, nous, on n'est pas des investisseurs pros en immobilier avec mes potes là, mais on commence à s'y connaître un peu. Mais parfois, tu as un peu un souci de scaler, toujours le même, se dire, en fait, oui, on sait acheter des biens, etc., mais on n'a pas le temps. Et du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'accompagner des
semi-pros, on va dire, qui connaissent bien le sujet, mais qui ont envie d'acheter, je sais pas, 2-3 apparts, mais en fait, ils n'ont pas le temps d'acheter 2-3 apparts là. C'est une des grandes réussites qu'on a, c'est qu'en 3 ans, on a déjà entre 25 et 30% de nos investisseurs qui ont déjà refait un second projet, voire un troisième. Okay, et donc ça, c'est une vraie fierté qu'on a. C'est très clairement, on est je pense que c'est une des métriques, on parle souvent de métriques dont on est le plus satisfait et qu'on veut poursuivre. Et donc en fait, on a des investisseurs justement qui tendent à devenir semi-pro. On parlait d'Adrien, il a fait un premier projet à Metz, il a refait un projet sur Marseille. Donc on a ça également. Et là, ce qu'on développe aussi, c'est une notion plus globale. C'est un service qui serait un peu plus global de portefeuille, c'est-à-dire pour des gens qui ont vraiment peu le temps, c'est de pouvoir, si tu veux, avoir des portefeuilles, des SI qui sont prêtes entre guillemets à l'emploi, c'est-à-dire que tu as les statuts, etc. qui sont prêts. Tu définis une stratégie, un budget, et ensuite mon majordome va s'occuper de créer la société, sera gérant pour gérer justement tout ce que tu décrivais, ça peut être des problèmes de syndic et ainsi de suite, mais en fait aller encore plus loin dans le côté clé en main et vraiment accompagner. Et ça, c'est une demande qu'on a effectivement de certains investisseurs en fait qui veulent, qui sont plus gros, qui veulent enchaîner assez rapidement et qui disent ok, on veut être accompagné, mais on va en entendre parler le moins possible entre guillemets. Qu'est-ce que vous nous proposez? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. J'ai pas mal d'abonnés qui me posent toujours un peu la même question, et pas que pour l'immobilier, même pour les actions, etc. La fameuse question, est-ce que c'est le bon moment? Alors on sait que c'est jamais le bon moment, mais il peut y avoir un contexte qui est plus compliqué. On sait que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Donc je sais pas toi, quelle est ta vision sur ça? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis dans le sens où je pense qu'il n'y a jamais de momentum idéal. On a toujours des facteurs macro, microéconomiques qui vont se croiser, surtout sur un projet, en tout cas là je parle d'investissement immobilier. Moi, mon sentiment, c'est que ça dépend aussi de comment on considère son investissement immobilier. Je pense que si on est sur une logique qui est long terme, et généralement quand on fait de l'immobilier, on va pas. J'ai parfois des gens qui me demandent est-ce que c'est intéressant de le faire à 5 ans par exemple? Dans ces cas-là, moi je réponds très clairement, je pense que non. Un investissement locatif aujourd'hui avec une vision de sortie à 5 ans, au vu des conditions actuelles, je pense que c'est trop risqué parce que entre des taux qui sont hauts et aussi tout simplement un marché de l'immobilier qui commence à baisser. Alors généralement on voit que les cycles c'est 7-8 ans en immobilier, un cycle complet. Donc je pense que là par exemple la question se pose et la réponse serait plutôt non. Dans l'absolu, quelqu'un qui cherche aujourd'hui à se créer du patrimoine et développer une source justement de richesse pour la suite, a toujours intérêt à faire de l'investissement immobilier, mais toujours en s'adaptant et en tenant compte des conditions de marché. Donc d'un côté, on a la hausse des taux, ce qui rend l'argent plus cher. J'ai vu récemment dans la newsletter d'hier que tu as fait un graphique qui expliquait bien justement… Ça coûte 300 000 € maintenant et c'était 80 000 € pour emprunter. Qui montre bien l'évolution du coût. Par rapport à ça, ma vision, c'est que si justement tu regardes les taux sur du court terme, ça peut effectivement faire peur. En revanche, si tu as une vision, encore une fois, je pense dès 10 ans, 10, 15, 20 ans, avec la possibilité de renégocier les taux d'intérêt quand la situation sera meilleure. Là, ce que j'ai vu, alors c'est toujours des prévisions, il faut rester super humble par rapport à l'avenir, il n'y a pas de Nostradamus, c'est important à dire. C'est qu'on voit que la BCE table sur un retour à une inflation quasi normale à 1,6 d'ici 3 ans. C'est un peu le plan, les prévisions qu'ils ont. Si on considère ensuite que la BCE va plus ou moins suivre et que les taux vont être en corrélation, on pourrait imaginer qu'à 3-4 ans, on ait des taux qui rebaissent et qui reviennent peut-être, disons, je sais pas, à 2,5-3%, à voir ce que ça pourrait donner. Et dans ces cas-là, tout simplement, on reviendrait sur une logique où l'investissement serait du coup, la rentabilité serait renforcée. Dans le même temps, on a l'inflation des loyers qui va renforcer la richesse qui est créée. Et donc sur cet horizon de temps, ça me semble toujours pertinent et intéressant. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont à prendre en compte. C'est qu'on a notamment la loi climat et résilience, qui est entrée en action il y a 2 ans maintenant, qui fait en sorte que tous les biens qui ont des mauvais DPE vont être sortis du marché locatif à moins de les rénover. Pour rappel, on parle de 5,2 millions de logements et à peu près 20% du parc immobilier locatif. Donc c'est assez costaud. Et donc c'est ça aussi qui crée pas mal d'opportunités. Donc, entre le fait d'avoir des prix d'acquisition qui vont baisser, on aura du coup des biens avec des mauvais DPE qui vont être encore plus décotés. Donc on va pouvoir réaliser des bonnes acquisitions avec des bonnes décotes. On n'a justement pas de fiscalité sur les travaux qu'on réalise. Et c'est aussi le cercle vertueux du LMNP, surtout dans ce contexte et dans ce cadre réglementaire. Donc ça, plus le fait de pouvoir renégocier ces taux et d'avoir des loyers
qui vont monter a priori dans les années à venir. Si on a une vision moyen long terme, je pense que l'immobilier va toujours rester un placement intéressant. Je pense pas que. Moi, je dirais que quand on est investisseur aujourd'hui, à mon avis, on décide soit de regarder le verre à moitié vide, soit à moitié plein. Si je devais résumer, c'est un peu comme ça. Je sais pas ce que toi tu en penses. Non, mais si, je suis assez d'accord. C'est pareil pour les actions, etc. Souvent, c'est le meilleur moment, c'est maintenant, quoi. Sinon, après, on ne sait pas. Hein, peut-être que dans 2 ans, les taux ils vont être encore plus élevés et en fait, tu auras perdu. Moi, je me souviens quand on a acheté l'immeuble avec mes potes, on s'est dit, oh là là, on a un taux de 1,2 parce qu'on n'avait pas un très bon dossier. On s'est dit, oh là, pas un très bon dossier, 1,2 En fait, il y avait plein de gens qui avaient des taux à moins de 1. Oui. Et en fait, nous, vu que moi j'habitais à Paris, on n'était pas ensemble, pas de la même famille, donc ça fait un peu peur aux banques. Et maintenant, je me dis, mais en fait, on a super. Ouf, le taux qu'on a eu, quoi. Donc en fait, tu peux pas prévoir le futur, donc autant le faire maintenant. Et comme tu dis, en France, on a la chance de pouvoir facilement renégocier les prêts. C'est pas pareil dans tous les pays, c'est plus compliqué aux États-Unis. Exactement. Je crois, même si tu peux le faire, mais c'est pas moins évident. Donc ouais, je suis assez d'accord sur cette partie-là. Ouais. Je pense que, en fait, il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte en France parce qu'on baigne dedans. C'est déjà si on pose la question à nos parents, à combien oui, ils ont acheté. Exactement, 5, 6, 7 parfois. Donc il y a déjà ce phénomène-là. Et c'est aussi qu'en fait, c'est aussi normal, mais on a du mal à se rendre compte de la chance et de la facilité qu'on a pour accéder à la propriété en France. Ouais. Là, je parle par rapport à d'autres pays. Tu as déjà la durée d'emprunt qui est plus longue que dans beaucoup de pays. Et les apports aussi. Exactement, le montant d'apport qui est demandé qui est quand même plus faible. Et là, on fait la comparaison avec d'autres pays de la zone euro ou d'autres pays anglo-saxons. Et enfin, effectivement, la renégociation des taux ou parfois des taux qui ne sont pas forcément fixes, qui est très compliqué. Donc l'immobilier en France, en tout cas, c'est une possibilité vraiment qui est donnée d'accéder à la propriété et de créer du patrimoine sur la dette. Et donc ça reste vraiment une opportunité qu'on a en France par rapport à beaucoup d'autres pays. Et je ne sais pas si tu avais vu passer, alors c'était il y a quelques mois, tu avais un article qui comparait la richesse moyenne, alors je crois que c'était hors bourse pour être tout à fait complet sur le sujet, entre un Américain, un Allemand et un Français. Et donc, il parlait de qui avait le patrimoine moyen le plus important. Et alors, là où tu aurais pu dire, ok, l'américain. Ouais, c'est ça. Et en fait, non, c'est du coup le français qui était devant. Et il expliquait parce que justement, le taux de propriétaire en France était beaucoup plus important qu'aux États-Unis en Allemagne. Ou aux États-Unis, tu peux être propriétaire, mais tu es endetté sur beaucoup plus longtemps et des montants beaucoup plus importants. Oui, et puis tu as des apports qui sont gigantesques aux États-Unis. Je ne sais plus combien c'est 20% je crois du prix selon la moyenne. Oui, et puis avec des risques sur le risque de perdre ton hypothèque. Et c'est un peu plus violent qu'en France, disons. Oui, c'est clair. Tu es moins protégé. C'est ça, donc c'est un peu différent. Est-ce que toi, il y a des cas particuliers dans lesquels tu vas recommander à un investisseur d'investir dans l'immobilier ? C'est une bonne question. Je pense qu'un portefeuille, de toute façon, il doit être, ce qu'on dit, il doit être bien diversifié. Donc, pour moi, avoir que de l'immobilier, c'est pas forcément une bonne idée. Avoir que de la bourse, c'est pas non plus une bonne idée. Avoir que des cryptos, c'est pas encore moins une bonne idée parce que c'est beaucoup plus risqué. Ça veut pas dire que c'est un mauvais investissement. Donc, je dirais que tout le monde devrait avoir de l'IMO. Alors, tout le monde n'a pas forcément accès à l'IMO. Quand tu es étudiant, compliqué, même si j'en connais qui ont utilisé leur prêt étudiant pour s'acheter des petits studios, etc. Ça se fait pas mal, ça se faisait pas mal, c'est un peu plus compliqué maintenant, je crois. Maintenant, c'est ça. Mais ouais, je pense que tout le monde devrait avoir de l'IMO parce que ça reste quand tu regardes les fluctuations, c'est beaucoup moins violent que la bourse, donc c'est cool parce que ça permet d'avoir un portefeuille global qui est plus stable, on va dire, grâce à l'immobilier, parce que c'est solide. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, évidemment, il y en a toujours. Donc ouais, je dirais que tout le monde devrait en avoir. Et il y a plein de façons d'avoir de l'immobilier. Tu peux acheter un appartement pour le mettre en location, tu peux acheter des SCPI, donc le ticket d'entrée est beaucoup plus bas. Aujourd'hui, tu as tout ce qui est investissement en immobilier fractionné, qui est autre chose. Bref, il y a plein de façons d'investir en immobilier. Donc voilà, je dirais que commencer le plus tôt possible, c'est bien dans l'IMO, parce qu'il y a quand même un effet cumulé qui est assez fort, et encore plus avec les effets de levier. Les banques, elles te suivent de plus en plus si tu prouves que tu as réussi à bien gérer tes investissements immobiliers. Ok, super. Merci Yoann, c'était très cool de t'avoir, pouvoir discuter un peu de ce qui se passe actuellement chez Snowball et de la suite à venir. Et puis écoute, hâte de voir la plateforme dans les prochains jours et de réussir à t'avoir comme conseiller. C'est le futur challenge. Ouais. Merci. Merci à toi, avec plaisir.